Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, on connaît tous le profilage racial, hein? C'est embêter quelqu'un parce que cette personne-là est noire, c'est du profilage racial. Et là, il y a le profilage social, c'est-à-dire embêter quelqu'un parce que la personne est pauvre. Et là, il y a des gens, des groupes, des organismes qui viennent en aide aux itinérants, qui disent que la décision de la Ville de Montréal d'interdire dorénavant le flânage dans les stations de métro, eh bien que c'est une forme de profilage social parce on vise surtout les gens qui sont pauvres, les gens qui sont itinérants, les gens qui sont sans abri et que c'est pas correct. Nous allons en parler avec deux anciens policiers, Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, et André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Et on vous parle à vous deux parce que, vous avez côtoyé, vous avez vu quand vous étiez en service énormément d'itinérants dans la rue, et aussi parce que vous avez écrit une lettre répondant un peu à ces gens-là qui disent que c'est du profilage social. Stéphane, est-ce que selon toi, c'est du profilage social d'interdire le flânage dans les stations de métro? En fait, pour faire une historique, Richard, sur ce côté-là, c'est à partir du mois d'octobre 2024 que le bureau de la commissaire, Boschra-Monet, a décidé qu'il fallait répondre aux organismes qui sont plus militants radicaux de gauche, de venir enlever des règlements municipaux qui sont nécessaires pour les policiers dans l'espace public. Donc, exemple, uriner sur la voie publique, jeter des déchets au sol, dormir sur un banc de parc. Donc, c'est pas juste le métro de Montréal, c'est vraiment une série de règlements qui fait en sorte que les policiers peuvent, lorsqu'ils sont dépassés, lorsqu'il n'y a plus de moyens, de référer des itinérants peut-être vers des ressources, de faire en sorte de judiciariser ou de faire un arrêt d'agir avec certains itinérants qui ne comprennent pas ou qui ne vont pas chercher ressources. Donc ça, c'était en octobre et ça faisait plusieurs années que les groupes militants demandaient ce genre de règlement-là. Et dernièrement, nous, on a écrit une lettre en décembre pour dénoncer cette volonté-là de la Ville d'enlever encore des pouvoirs aux policiers. Et dernièrement, au mois de février, la mairesse de Montréal a reculé. Donc, elle a annoncé les groupes militants qu'elle n'allait pas de l'avant et que les règlements allaient rester en place. Et ça, ça a fait effectivement, ça n'a pas fait l'affaire de plusieurs groupes de gauche, dont la Ligue des droits et libertés qui s'en prend à la mairesse. Et moi, la particularité là-dedans, c'est que je trouve ça intéressant de voir que la gauche versus l'administration municipale qui est très, très, très à gauche aussi, il y a un petit conflit à l'interne, mais que le bon sens a finalement prévalu à la Ville de Montréal. C'est ça, André, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette interdiction-là de flâner dans les stations de métro? Il y a des organismes de gauche, comme disait Stéphane tantôt, qui disent que c'est du profilage social. Écoute, ce qu'il faut comprendre de cet aspect-là aussi, c'est que ça met en opposition des groupes d'individus. Premièrement, il y a les gens qui utilisent le métro pour aller travailler, il y a des gens qui utilisent le métro pour se déplacer, il y a des gens qui utilisent le métro pour aller à l'école. Ces gens-là ont le droit aussi à se déplacer en sécurité, dans le respect, sans avoir peur de se faire piquer sur une seringue, de respirer des vapeurs de crack parce qu'il y a des gens qui fument du crack ou des gens qui font leurs besoins dans le métro. En même temps, on sait pertinemment que ces gens-là ne disparaîtront pas. C'est la théorie des vases communicants. Si on les pousse d'un endroit, on va les pousser ailleurs. Mais ça nous amène à un débat qui est encore beaucoup plus large. C'est-à-dire, la santé mentale est une composante très, très, très présente chez les gens itinérants. La composante criminelle aussi, laquelle vient en premier, laquelle est provoquée par l'autre, c'est difficile à dire. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution, c'est beaucoup plus large. Il faudrait peut-être se reposer la question sur l'efficacité des soins de santé en matière de santé mentale. On a eu la désinstitutionnalisation il y a des décennies. Et aujourd'hui, je pense qu'on est face à une situation qui va nécessairement nous ramener face à cet aspect-là, parce que qu'on les force ou qu'on les force pas, ces gens-là ont des problématiques qui constituent souvent un danger pour les autres. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on intervienne un jour ou l'autre.
Écoute, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, Stéphane. C'est pas tous les itinérants qui se shootent à l'héros dans les stations de métro. C'est pas tous les itinérants qui sont violents. C'est pas tous les itinérants qui font leur caca. Donc, c'est-à-dire, si tu commets des actes qui vont contre les règlements et contre la loi, là, on t'arrête. Mais flâner, est-ce que c'est rendu maintenant un crime? Des fois, il fait froid dehors, ces gens-là ne savent pas où aller. Quand il pleut, etc., c'est certain qu'ils flânent. Mais s'ils ne sont pas violents, s'ils ne consomment pas de dope, puis s'ils ne chient pas à terre, pourquoi les écœurer juste parce qu'ils flânent? Ben, c'est un point super important que tu amènes. Effectivement, il faut le répéter dans plusieurs situations. Il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, effectivement, des itinérants qui causeront pas des troubles à l'ordre public. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les groupes qui sont un peu plus à gauche ont peut-être tendance des fois à oublier que le citoyen légitime, le citoyen normal qui est dans son quartier, qui est près d'un parc, qui prend les transports publics, ce citoyen-là a aussi le droit d'avoir une quiétude, d'avoir la paix. Il paye des taxes, il veut une sécurité publique, un sentiment de sécurité publique qui est réel. Donc, lorsqu'il contacte le 911 pour dire bon, qu'un itinérant ou un junkie qui est devant la porte, dans le parc, qui s'injecte des drogues, puis que ça nuit aux enfants, qui se rapprochent des enfants. Exemple, là, on a vu le centre d'injection supervisé au centre-ville. Ça amène un paquet de problématiques sociales, ces incivilités-là. Et les policiers, s'ils n'ont pas les moyens législatifs d'agir, les policiers font juste répondre aux citoyens, écoutez, je peux pas rien faire, portez plainte à l'élu municipal de votre arrondissement. Donc, ça prend des moyens coercitifs et ça passe par des règlements municipaux. Nonobstant la volonté de certains groupes là, qui n'en voudraient pas, là, malheureusement. Et juste pour finir, peut-être avec le profilage social, ça fait partie de la même philosophie, la même idéologie que le profilage racial. C'est de dire que quand les policiers ont des pouvoirs pour essayer de limiter une certaine problématique, c'est automatiquement du profilage. On fait des amalgames de profilage chaque fois que les policiers vont intervenir, soit en vertu d'une couleur de peau, soit en vertu peut-être des gens qui ont plus de problèmes là, au niveau de l'itinérance. Je comprends. Mais André, est-ce que tu es d'accord que arrêter quelqu'un, peut-être pas l'arrêter, mais le sortir de la station de métro parce qu'il flâne, parce qu'il est là, c'est comme présumer que tous les itinérants sont violents et sont dangereux. T'sais, oui, il y en a. Vous le savez, ma fille a été frappée par une itinérante dans une station de métro, mais ils sont pas tous comme ça. Mais là, on va dire, tu flânes, on va te sortir de la station de métro, ils sont pas tous violents, André. Non, ça c'est clair. Mais en même temps, où est-ce qu'on va tracer la ligne? Tu sais, évidemment, on est tous pour la vertu, mais à un moment donné, des règlements sur le flânage, il y en existe un peu partout ailleurs dans la société, évidemment. Et l'autre point, on va laisser ça à qui? On va laisser ça aux policiers, aux constables spéciaux, d'arriver, d'essayer de regarder, est-ce que cette personne-là, pour l'instant, est tranquille? Est-ce que dans 5 minutes, dans 10 minutes, lorsque je vais être parti, on va-tu jouer au jeu de chat et la souris? Est-ce qu'elle va commencer à déranger par ses propos, va se mettre à vociférer? C'est une ligne qui est difficile à tracer, puis en même temps, ces gens-là, ce ne sont pas des intervenants sociaux. Moi, je pense que si on enlève trop de pouvoir d'intervention, on n'enlève jamais rien aux policiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on enlève des moyens de protection en société. Et si on n'a plus aucun levier d'intervention sur ces gens-là, à ce moment-là, ça paraît drôle à dire, mais on va les laisser à eux-mêmes. Et lorsqu'on intervient avec coercition sur une certaine population, ça peut peut-être aussi les inciter un jour à dire, regarde, je vais faire les efforts nécessaires ou je vais aller chercher de l'aide pour m'en sortir. Écoutez, autre nouvelle, samedi, je me promenais en auto, tout à coup, je vois un fourgon policier s'arrêter, les portes s'ouvrent, puis il y a plein de policiers qui sortent, là, avec comme des boucliers, et tout ça, je me dis, écoute, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai su par après que c'était la manifestation annuelle contre la brutalité policière, puis on sait que ça vire tout le temps, ça dérape toujours, ça chire. Chaque année, on dirait que les manifestants sont plus brutaux,
brutaux et plus violents que les policiers qui le dénoncent. Mais là, on dirait que cette année, c'était des deux côtés que c'était assez élevé là, quand même. Et du côté des manifestants, il faut le dire, on dirait du côté des policiers, là, il y a des policiers qui ne se gênaient pas pour lancer des insultes aux manifestants, arracher leurs pancartes, détruire leurs pancartes. On peut voir des images. Regarde ça, là, qui ont poussé quelqu'un de même. Pas particulièrement génial, par exemple, de la part des forces policières, les gars. Je vais commencer avec Stéphane. Ben, c'est sûr que là, on parle dans un contexte de maintien de l'ordre. Puis, si je fais un petit historique avec l'histoire du passé au niveau de cette manifestation-là en particulier, les policiers savent par leur renseignement que c'est des groupes organisés qui sont anarchistes, qui sont militants. Ils arrivent sur place, ils sont préparés. Donc, ils vont avoir dans leur sac à dos des roches, ils vont avoir des bouteilles, des fois avec de l'urine. Ils vont avoir des armes offensives. Les drapeaux ou les pancartes, souvent le morceau de bois qui tient la pancarte va être effilé pour servir pour piquer les policiers. Donc ça, c'est des stratégies, c'est des stratégies qui sont utilisées par les manifestants justement anarchistes, qui sont formés, qui se forment entre eux pour ça. Donc, ce qu'on peut voir dans ces images-là, puis dans l'historique, c'est que la tolérance est beaucoup moins élevée dans ce genre de manifestation-là. Donc, l'ordre d'en haut d'intervenir va venir beaucoup plus rapidement. Dès que les policiers vont commencer à recevoir des projectiles, soit des cailloux, des roches, des briques, des bouteilles, ben ils vont avoir un ordre d'intervenir, de disperser la foule. Et la dispersion, ben ça passe par différentes techniques. C'est jamais beau à voir. L'usage de la force, ça sera jamais beau au niveau cosmétique, mais il va y avoir des gaz qui vont être utilisés, il va y avoir les bâtons, il va y avoir des coups de bâton, il va y avoir des poussées aussi. On va pousser sur les suspects pour les repousser d'une zone qu'on ne veut pas qu'ils atteignent. Donc, tout ça, c'est des stratégies policières et est-ce que ça donne des belles images? Non. Mais est-ce que c'est des cas isolés dans une grande manifestation? Probablement que oui. Et André, depuis 2024, depuis l'été 2024, l'écusson Thin Blue Line est interdit par le SPVM. Il paraît que dans cette manifestation de samedi, il y a des policiers qui portaient l'écusson Thin Blue Line. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas là, cette appellation-là, Thin Blue Line? Puis qu'est-ce que toi, tu penses de ça, qu'il y a encore des policiers qui se promènent avec cet écusson-là? Ben, l'écusson Thin Blue Line, là, c'est un symbole qui existe dans la plupart des métiers d'urgence là, avec des couleurs différentes. La Thin Blue Line, c'est le souvenir aux gens qui ont donné leur vie pour la protection de la société. Et c'est aussi le symbole que la police, on est la mince ligne bleue, la ligne de résistance entre le bien et le mal, entre ceux qui s'attaquent au bien-être de la population paisible et évidemment les gens qu'on protège. Bon. Moi, j'ai porté cette écusson-là sur mon uniforme. Je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que la perception est plus importante que la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sciemment, ont décidé d'utiliser ce symbole-là et ont essayé de le démoniser. Ça a fonctionné, évidemment. Ça a fait en sorte qu'on a essayé de l'attacher, de l'attribuer à la droite radicale, ce qui est complètement faux. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y a certainement une résistance au changement à l'intérieur du SPVM, ce qui est normal, ça prend du temps. Le directeur a proposé un nouveau symbole qui englobe dans ce symbole-là la mémoire aux policiers tombés face à l'application de la loi. Il y a aussi la Thin Blue Line. Donc, ce symbole-là est un symbole de remplacement. On doit saluer cette initiative-là. Mais évidemment, encore une fois, il faut comprendre que les politiciens qui nous dirigent sont excessivement sensibles aux perceptions. Et malgré le fait que la Thin Blue Line n'a absolument rien à voir avec l'extrême droite ou le racisme ou quoi que ce soit, ben évidemment, cette perception-là l'a emporté. On a cancellé ce symbole-là pour en arriver à un autre. Et avec le temps, bon, ça va passer, j'imagine. Mais encore une fois, ce qu'il faut rappeler, c'est que les policiers qui le portent toujours ne sont pas des racistes, ne sont pas des gens d'extrême droite. Ce sont des gens qui utilisent un symbole qui est neutre, c'est-à-dire l'union des forces policières en souvenir à nos morts et à nos blessés et aussi face aux gens qui attaquent l'ordre social. Merci beaucoup, Stéphane Wall et André Gélina, tous deux anciens policiers du SPVM. Merci. Bonne journée. Salut, Richard. Merci, Richard.